À la une semaine de mobilisation et aucune sortie de crise en vue dans le conflit de la sécurité sociale. Depuis ce matin, les grévistes exposent au public les difficultés rencontrées depuis 2006. Une médiation est attendue dans le dossier. Le quotidien d'une conductrice de bus à suivre dans votre journal. Après les diverses agressions, les droits de retrait et les décisions sécuritaires, Christiane nous a ouvert les portes de son bus ce matin. Reportage à découvrir dans quelques instants. Enfin, les assises du cancer en Guyane se sont achevées aujourd'hui. 2 jours pour faire le point sur les moyens mis en œuvre dans le traitement de la maladie et envisager le développement de la filière médecine dans le département. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce journal. Je vous le disais, une semaine après le début de la mobilisation, le conflit s'enlise à la CGSS. Les grévistes ont libéré l'entrée de l'URSSAF pour jouer carte sur table. Postés à l'entrée du siège de l'établissement route de Raban, ils exposent depuis ce matin toutes les difficultés rencontrées avec la direction au cours des 10 dernières années. Preuve à l'appui, l'intervention d'un médiateur est désormais attendue. Jonathan Lariot. C'est la fin des messes basses. Sur ce mur, les employés de la Caisse de sécurité sociale ont exposé les différents éléments qui appuient leurs revendications. Différents échanges de mails, graphiques et quelques photos. Chaque document pointe du doigt les difficultés de leurs conditions de travail. Voilà un échantillon de l'état des dossiers non traités à la production maladie. Rempli du sol au plafond, dossiers non traités. En 2011, nous avons eu 2 084 000 factures de traités sur l'ensemble de la Guyane. Et qu'en 2015, nous nous retrouvons à 2 943 000 factures, soit près de 3 millions, soit une augmentation totale sur la période de 900 000 factures avec une perte d'effectifs de 8 postes. Déjà 8 jours que les employés de la Caisse de sécurité sociale ont décidé de se mettre en grève. En conférence de presse ce matin, c'est une pléthore de documents que dévoilent les agents. Problèmes de grille salariale, sanctions abusives, surcharge de travail, un enchaînement d'anomalies révélées au grand jour. Pour les manifestants, les problèmes vont bien au-delà des sanctions mises en avant par la direction. Elle se focalise sur l'histoire des sanctions parce que c'est un moyen pour elle de diversion, forcément. Elle cherche à nous enfermer dans une impasse que sur les sanctions, de façon à démobiliser l'ensemble du personnel de la Caisse, à ce qu'ils n'adhèrent pas à notre cause. Mais nous la rassurons, s'il n'y a pas que les sanctions qui vont être traitées sur ce préavis de grève, nous avons un point essentiel qui nous tient à cœur, ce sont les salaires des salariés de la CGSS Guyane qui ont un écart beaucoup trop important avec le national, une moyenne de 200 € sur l'ensemble des niveaux 3, une moyenne de 155 € sur l'ensemble des niveaux 4. Il est temps que l'ensemble des salariés le comprennent et on est quasiment certain qu'ils seront mobilisés à nos côtés. Aujourd'hui, aucune négociation n'est lancée. Face à un refus de médiation de la DIECT interpellé par les différentes parties, les syndicats appellent à une médiation plus locale par les élus. Les bus de la Régie communautaire des transports sont de retour sur les routes de l'île de Cayenne. Après une série noire d'agressions sur du personnel dans les véhicules et dans les locaux, de nouvelles mesures sécuritaires ont été prises par l'agglo et la direction de la RCT. Mais les chauffeurs n'oublient pas pour autant le danger qui plane sur chacun de leurs déplacements. Christiane Rosine, conductrice pour la RCT, nous raconte son quotidien au travail. Ayodele Germa. Ligne 2, place du Coq. Christiane prend son service à 5h50 du matin et effectue 10 rotations dans la journée jusqu'à 21h au plus tard. Après l'agression d'un de ses collègues lundi dernier, elle n'est pas rassurée. Derrière mon volant, le matin je pars au travail et puis je me dis mais j'espère toujours que rien va se passer. La grande majorité des usagers payent en liquide. L'une des mesures proposées par le comité d'hygiène et de sécurité est de vendre les tickets en dehors des bus. Les conducteurs n'auraient donc plus d'espèces sur eux et donc moins de risques de se faire braquer. Ne pas avoir la sacoche avec nous, c'est très important, bien sûr. Ah oui, là vraiment, on sera rassurés, nous les chauffeurs. Ne pas transporter la sacoche, de l'argent avec nous, ça c'est important. Donc la vente des tickets dans les libres-services, chez les commerçants et tout, mais ça sera une très bonne chose. Ah oui, là on sera plus rassurés. Autre mesure en cours d'élaboration, l'installation de caméras embarquées dans les bus. L'amélioration du système de géolocalisation et de communication avec la police municipale, mais aussi la révision des itinéraires et terminus vers des zones plus sécurisées. Comme mon Lucas, c'est pas Pourquoi Parce que c'est un petit peu dangereux pour moi personnellement. Il est presque midi et le soleil équatorial ne laisse aucun répit aux passagers de la ligne numéro 2. Sur les 18 véhicules de la Régie des transports, seuls 2 sont équipés d'air conditionné. Il fait très chaud entre midi et 2, c'est la chaleur. Ah, je vous dis pas. Et là, sur les vacances, ça va, il n'y a pas trop de personnes. C'est pas trop rempli.
ça va. La fréquentation, elle n'est pas énorme. Mais d'habitude, quand il y a le période scolaire où il y a l'école, il y a tout le monde, je vous dis pas, c'est rempli. Les usagers transpirent de la tête aux pieds. Ici, on n'est pas en métropole, ces bus ne sont pas adaptés. En attendant la concrétisation des promesses de la direction, un discret ventilateur rafraîchit la conductrice. Il est temps de passer aux chiffres de la semaine. 1,5 million, soit le coût total des reconduites à la frontière payées par les contribuables en 2015. Et avec l'afflux des migrants de ces derniers mois, nul doute que ce chiffre risque d'être dépassé au cours de l'année. Et on poursuit tout de suite avec l'invité. On reçoit ce soir une colistière du président sortant à la Chambre de commerce. Cathy Kléber, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez donc ce soir la liste menée par Richard Gabriel. Ensemble, donnons de l'énergie à notre économie, face à laquelle se trouve Jean-Luc Davidas. Absolument. Alors, deux listes donc pour ces élections qui se déroulent depuis le 20 octobre et jusqu'à mercredi prochain. Plus de 9300 électeurs de la CCI sont appelés pour élire les 34 sièges de l'Assemblée, autant de professionnels à conquérir. Absolument. Comment comptez-vous vous y prendre? Nous faisons un travail de terrain. Il n'y a que ça qui paye. C'est d'aller à la rencontre des ressortissants de la CCI, leur présenter notre programme, notre projet pour l'économie guyanaise, afin de les convaincre de voter pour la liste Ensemble donnant de l'énergie à notre économie. On pense bien sûr aux élections de la Chambre des métiers qui n'ont connu que 19% de participation. Absolument. Comment faire pour que cette fois, ce ne soit pas le même résultat? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, les élections à la CCI tournent aux alentours de 15 à 20% de participation. Donc c'est qu'il y a quand même un vrai désintérêt de la part des chefs d'entreprise pour ce type d'élection. Donc comme je vous l'ai dit au préalable, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de rencontrer les personnes, entendre leurs doléances, entendre aussi leur désaveu, un petit peu leur désapprobation ou leur désaffection de la CCI pour pouvoir justement y remédier et faire revenir les chefs d'entreprise vers la maison des chefs d'entreprise. Alors vous évoquez un déplacement sur le terrain auprès des professionnels, mais quel grand projet souhaite lancer votre liste pour le prochain mandat? Alors nous, si vous constatez, le premier mot c'est ensemble. Donc l'objectif, c'est vraiment de rassembler. Il faut que la CCI redevienne la maison des entreprises. Lorsqu'un chef d'entreprise, un entrepreneur a besoin d'une information, a besoin de monter un projet, il faut qu'il se sente soutenu. Et la Chambre de commerce est là pour ça. En 2 ans quand même, puisque Richard Gabriel a eu 2 années à la tête de la Chambre de commerce, après le départ de l'ex-président Jean-Paul Lepelletier. En 2 années, qu'est-ce qu'il a pu apporter aux professionnels? Quel bilan on peut tirer? Alors, vous connaissez les conditions dans lesquelles M. Richard Gabriel arrive à la présidence. Donc, si vous voulez, sa mission principale était de remettre la Chambre de commerce en ordre de marche. Donc, pour cela, il a fallu travailler sur un plan d'apurement de la dette. Donc on est passé de 25, enfin on a pu apurer 25 millions, enfin monsieur Richard Gabriel, puisque moi je n'étais pas encore à la Chambre, a pu apurer donc 25 millions d'euros. Donc il y a un plan qui a été signé avec l'État pour les 11 millions restants. Donc ça a été l'essentiel de sa tâche. Au port de Dégradé-Cannes, où il y avait absolument, une dette en absolument. Donc là qui est en cours d'apurement. Alors, donc 2 années plus tard, quand même, le paysage économique n'a pas pour autant vraiment changé. On sait qu'en Guyane, donc, ce paysage économique est constitué essentiellement de très petites entreprises, des structures qui ne durent généralement pas plus de 3 ans. Comment comptez-vous assurer leur sérénité, remédier à cette situation? Alors, leur sérénité, disons qu'on est dans un climat économique qui est difficile. En Guyane, plus qu'ailleurs, mais on constate que globalement, l'économie est difficile. Comme je vous disais en préalable, vraiment, la Chambre de commerce est là pour défendre les intérêts, apporter de la sérénité effectivement, tout en les accompagnant. C'est parce que les chefs d'entreprise se sentent seuls, on va dire. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous montez une structure, une petite structure souvent, mais vous ne savez pas où chercher l'information, vous ne savez pas où chercher de l'aide, des finances, puisqu'il y a plusieurs partenaires, on ne sait pas. C'est vraiment recentrer
les missions de la Chambre de commerce pour que les entrepreneurs sachent qu'ils sont accompagnés et qu'ils seront aidés dans leur démarche. Qu'ils peuvent être en tout cas soutenus. Quand même aujourd'hui encore, un jeune aura beau avoir de très bonnes idées, il sera bien évidemment frileux avant de lancer son affaire par peur de crouler sous les dettes plus tard, par peur de ne pas durer dans le temps. Comment aider davantage encore ces jeunes qui ont des idées mais qui n'osent pas se lancer en Guyane? Je pense que les jeunes, encore une fois, ils ont les idées mais ils ne savent pas comment faire. C'est essentiellement ça, ils ne savent pas comment faire. Vous avez plusieurs dispositifs qui existent pour que les jeunes puissent avoir une aide financière. Vous avez le réseau Entreprendre, par exemple, je peux bien vous en parler parce que je suis secrétaire générale du réseau Entreprendre Guyane. Il y a ce dispositif-là qui existe, qui permet justement de les aider financièrement, mais aussi de les accompagner. Parce que souvent, finalement, il y a une aide au départ, et puis très peu, voire pas du tout de suivi. Voilà, donc je vous disais, il y a des réseaux qui existent pour ça, notamment Réseau Entreprendre, et justement, c'est recentrer les missions de la Chambre de commerce pour que le jeune sache que tout au long de son parcours, jeune ou moins jeune d'ailleurs, puisqu'il y a des personnes qui se lancent tout au long de la vie dans l'entrepreneuriat, pour qu'ils sachent qu'ils ont un lieu où ils puissent trouver l'information, ils pourront trouver l'accompagnement et toutes les infos nécessaires pour pouvoir pérenniser leur activité. Mais quand même, c'était déjà le cas, Madame Kléber, c'est-à-dire que les professionnels savaient qu'ils avaient ce moyen, la Chambre de commerce et d'industrie, pour avoir des informations. Donc, qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Il faut parler honnêtement aux gens. Et vous savez, la Guyane est un petit territoire. Il est vaste effectivement par sa dimension, mais quand même petit. Les chefs d'entreprise se connaissent et on sait très bien que pendant plusieurs années, la Chambre a pu être défaillante à ce niveau-là. Donc, nous, on vient avec une équipe renouvelée, donc qui correspond tout à fait au paysage économique de la Guyane. Donc ça veut dire qu'on a des piliers de l'économie qui se sont associés à de jeunes entrepreneurs, justement, qui ont fait face aux difficultés dont vous parlez. Et on vient avec un projet modifié, renouvelé, avec un dynamisme, justement, pour pouvoir impulser un changement, un nouveau fonctionnement à la Chambre de commerce pour que vraiment les chefs d'entreprise puissent s'approprier cet organisme. Alors la Chambre, on en a parlé déjà tout à l'heure, a emprunté 11 millions d'euros pour éponger la dette vis-à-vis du port de Dégradé-Cannes, donc affaire classée, mais il va falloir rembourser pendant les 15 prochaines années. La CCI a donc perdu la gestion du port, c'était prévu. Bientôt ce sera le tour de l'aéroport en 2022. Ce sont quand même des recettes en moins pour la Chambre de commerce. Ma question dépasse peut-être la durée du mandat en question, mais quand même, quelle est la vision qu'on peut avoir à long terme pour les économies de la Chambre de commerce? Alors je vais juste repréciser certaines choses. C'est qu'en fait il y avait une dette de 36 millions, d'à peu près 36 millions. 25 millions ont été abandonnés en fait. Tout à fait. Il reste effectivement 11 millions voilà, qui sont les 11 millions qui font l'objet d'un plan d'appurement de la dette. Donc effectivement il y a l'aéroport, donc il faut savoir que c'est une disposition européenne qui contraint en fait, enfin en tout cas qui va contraindre la CCI à abandonner l'exploitation. Il faut savoir qu'il y a des solutions qui existent. La CCI n'est pas à terme exclue de ce dispositif-là. Voilà. Il y a des solutions qui existent. Vous voulez dire qu'elle sera quand même liée à l'aéroport, par exemple? Disons qu'il y a des solutions qui existent. Ça s'est vu par ailleurs en métropole où, avec un partenariat CCI et instances politiques, où on peut rentrer dans un système de gestion et d'exploitation de l'aéroport. Donc voilà. C'est pas une fin en soi. Il y a une préparation, il y a une préparation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare. Parce que ce qui s'est passé peut-être, c'est que pour le grand port, la préparation n'a pas été suffisamment accrue. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a une concession jusqu'au 23 décembre 2022. Donc il s'agit de préparer ce transfert, voilà, ce transfert, et potentiellement de se positionner comme futur exploitant, puisque nous avons déjà l'expérience, enfin en tout cas les gens de la CCI, parce que je n'y suis pas encore, ont l'expérience de l'exploitation d'un aéroport. On note bien sûr votre modestie. Un dernier point quand même, Madame Kléber, pour, voilà, concernant ces élections à la Chambre de commerce. Une plainte a été déposée par la partie adverse pour vol, détournement, destruction de matériel, des enveloppes, c'est-à-dire que des voix de professionnels auraient été volées par vos équipes, selon l'avocat de l'opposant, avec une vidéo à l'appui qui montre l'un des vôtres, on va dire un colistier, en train de dérober ces enveloppes. Le procureur confirme qu'une enquête a été ouverte, donc bien sûr, on ne s'affole pas sur cette information pour le moment, mais qu'avez-vous à répondre? Écoutez, nous faisons confiance à la justice. Si plainte a été déposée, nous verrons le cours. Comme je vous l'ai dit, nous concentrons sur l'action de terrain, convaincre. Notre équipe, nous sommes très sereins, très unis. Voilà, il faut le préciser, nous sommes très unis et on verra. Nous, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est rassembler
parce qu'on veut impulser un dynamisme, impulser un changement dans le fonctionnement de l'économie locale. D'accord. Vous n'êtes pas surprise par cette information? Un des colistiers accusé, en tout cas soupçonné, d'avoir dérobé des emplois. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de conditionnels dans ces informations-là. Nous sommes des chefs d'entreprise. Avec avec une vidéo. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, ce n'est pas mon cas. Vous savez, la diversion ne fait pas partie de nos pratiques. Voilà. Comme je vous ai dit, nous, c'est rester concentrés. Nous voulons rassembler tout type de chefs d'entreprise. Donc, si il y a plainte, nous verrons ce que donnera la conclusion de l'enquête et à ce moment-là, nous aviserons. Merci beaucoup Cathy Clévert d'avoir répondu à nos questions. Allez, éco toujours et industrie avec cette information. La cimenterie guyanaise est rachetée par le géant de l'Amérique latine, Argos. Le groupe colombien implanté en Guyane depuis 2014 est le 5e plus grand producteur de ciment dans la région. Les 26 travailleurs de l'ancienne cimenterie guyanaise rejoignent donc les 10 000 collaborateurs de la multinationale. On écoute plutôt les précisions du représentant du groupe au micro d'Ayodele Germa. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons conservé les effectifs et nous souhaitons garder ces effectifs dans la famille Argos, renforcer cette famille pour que nous puissions développer notre marque. Nous avons trouvé ici un grand potentiel, tant sur les infrastructures que sur le développement commercial, et nous voulons apporter notre expérience et des nouveaux produits pour développer les ciments Argos en Guyane. Nous croyons qu'il y a un potentiel ici en Guyane, comme par exemple la base de lancement Ariane et d'autres secteurs de développement comme les infrastructures. Et nous espérons pouvoir développer comme nous le souhaitons ces perspectives. La production Nous avons actuellement une production de 90 000 tonnes de ciment et la production totale est de 200 000. Et nous croyons que le marché va se récupérer, que nous allons avoir une croissance importante en Guyane française. Et pour revenir sur la question des élections, notez qu'un recours a été déposé pour demander l'annulation des élections à la Chambre des métiers. Le recours devrait être jugé à la fin du mois de novembre. Il viendrait de la liste d'Harry Contou. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous verrons le talent des plus jeunes dans les battles de hip-hop qui se sont déroulés hier à Madiana en Martinique. Et puis c'est une grande déception pour nos athlètes. Le MMA, déjà très réglementé en France, est désormais interdit par la loi. Le champion Naël Lama réagit à la nouvelle dans quelques instants. Mais avant, revenons sur ce deuxième et dernier jour des assises du cancer. Les différents acteurs de la santé en Guyane se sont retrouvés pour un état des lieux sur le traitement de la maladie dans le département. La formation en cancérologie, en oncologie ou encore le développement de la filière médicale à l'université de Guyane ont été abordés. On écoute le président du réseau régional de cancérologie au micro de Jonathan Lariot. En Guyane, il devenait nécessaire de faire un point d'étape sur la pratique de la cancérologie et également de voir un peu comment ces professionnels pouvaient s'articuler entre eux de façon à optimiser la prise en charge du patient atteint de cancer. Alors, il y a des prises en charge qui sont locales, il y a des prises en charge qui se font à un niveau outre-Atlantique, puisque certains patients prennent l'avion et sont évacués vers des structures de métropole, notamment des structures, enfin pour des raisons de traitement. Mais il faut savoir qu'on peut quand même en Guyane faire certains traitements et que de plus en plus on va arriver à un traitement du cancer localement. Certains patients sont également orientés vers la Martinique ou la Guadeloupe, donc il y a également des collaborations régionales. Et dans tous les cas, de toute façon, ce qu'il faut retenir de la prise en charge d'un cancer, c'est que ce n'est pas une prise en charge monopraticien, si je puis dire. Lorsqu'on découvre un cancer chez un individu, il faut que le diagnostic soit suivi d'une prise en charge pluridisciplinaire. Donc il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire et le devenir du patient est décidé lors de la coordination de tous ces professionnels entre eux. On prend maintenant la direction de la Guadeloupe où le Mémorial Act propose depuis hier des stages vacances pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Aujourd'hui, ils ont été initiés au secret des plantes, un monde fascinant que nous fait découvrir Linda Kayarsi. Au MACT, une chasse au trésor un peu particulière
Et ton groupe? Oui, tu pourras amener à ta mère. On repart. Le principe, rechercher, identifier et cueillir des plantes. Qu'est-ce qu'on a dit? On demande l'autorisation à la plante avant de cueillir. On demande l'autorisation dans son cœur. D'accord? Alors, la plante, est-ce que je peux prendre une de tes feuilles pour pouvoir mieux te connaître et réaliser mon herbier? Voilà. Bienvenue dans le monde de la botanique. On a fait un point sur les différentes plantes qui poussaient de manière spontanée autour du Memorial Act et on a choisi de faire un panel, de le présenter sous forme d'herbier pour que les enfants puissent reconnaître ces plantes et les apprendre, les retenir et pouvoir les utiliser tous les jours. En moins d'1 heure, la chasse a été bonne et les connaissances acquises. D'accord, on y va. J'ai retenu qu'avec l'ilang-ilang, on peut soigner, enfin on peut faire du parfum. Avec l'indigo, on peut faire la couleur du vêtement, la couleur bleue. Et avec le raisin bord de mer, on peut soigner la diarrhée. C'est le indigo. D'accord. C'est l'indigo. C'est le... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le carapate. Le carapate. C'est les feuilles de raisin de bord de mer. On fait de l'huile de carapate. Et ça c'est? Alors c'est quoi ça? Raisin bord de mer. Ce stage découverte fait partie des nombreuses activités à la carte proposées par le Memorial Act pendant les vacances. C'est attelé à leur proposer un petit programme complet qui allie autant donc, les visites des espaces du Memorial Act, c'est-à-dire l'exposition permanente, l'espace de généalogie, les espaces extérieurs, mais également une thématique vraiment liée à la culture et à la langue créole. Avec cet atelier baptisé « Goûter Nani Nanan », l'étude des végétaux peut désormais compter sur ces nouveaux experts. En Martinique maintenant, c'est une animation qui a ravi tous les fans de hip-hop hier. La MD Company a invité tous les enfants qui le souhaitaient à s'affronter sous forme de battle, un moyen d'attirer le public vers le festival Cara Hip Hop lancé hier et qui devrait durer jusqu'à lundi prochain. Voyez plutôt cette ambiance captée par Alvin Courcy. L'esprit aujourd'hui, forcément, s'il y a les enfants, les parents ne sont pas loin derrière. Donc nous, l'état d'esprit familial va très bien avec l'état d'esprit, en tout cas avec ma vision du hip-hop. Les vraies valeurs du hip-hop, peace, love, unity and having fun, c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre. On sait que ce n'est pas tous les jours évident, mais au niveau de l'association Version Hip-Hop, on fait ce travail-là de combattre tout ce qui est violence et tous les problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui à travers l'art, et là notamment avec le hip-hop. On s'amuse, c'est fun, on peut faire des battles, danser, j'aime bien ça. J'aime bien faire les passages au sol, glisser, faire des frises, top rock. C'est bien. J'ai fait plusieurs danses et j'ai trouvé que le hip-hop me correspondait mieux parce que je me sens plus libre de mes mouvements et c'est génial. Allez, c'est moins agité à présent, je vous le disais tout à l'heure. C'est une décision qui vient confirmer la démarche du gouvernement. La pratique du MMA, mélange de divers arts martiaux, est définitivement enterrée en France. La Guyane compte une dizaine de combattants, avec notamment Naël Lama, l'unique Français à être champion au Brésil. Malgré la déception, il annonce déjà que les entraînements se poursuivront. Écoutez. Cette décision est un petit peu dommage, mais elle ne va rien changer pour nous, puisque on peut toujours s'entraîner aux arts martiaux, ça c'est muable. Et nous en Guyane, on est dans un contexte sud-américain, on va combattre au Brésil, donc il n'y a pas de grande différence pour nous. Ensuite, même en France, il y a une version qui s'appelle le pancrace où il n'y a pas de coup au sol. Celle-là n'est pas attaquée, donc par contre, les chances de faire du MMA en cage
en France, c'est-à-dire que l'organisation de l'UFC arrive en France, ça c'est compromis, ça c'est sûr. Donc au niveau professionnel, ça a des implications, au niveau amateur, pas vraiment. J'ai mis une compétition de MMA en Guyane parce que nous sommes sous la législation française qui l'interdit depuis toujours. Amateur, il n'y a pas de grand changement pour nous puisque on s'entraîne toujours aux arts martiaux, puisque nous on touche à tous les arts martiaux, donc ce qui nous permet d'avoir un concept assez éducatif et universel. Et nous, en Guyane, on va combattre au Brésil, donc ça ne fait pas grande différence pour nous. Pour les Français de manière générale, c'est de combattre à l'étranger, et pour les Guyanais, c'est de combattre au Brésil. Ainsi s'achève votre journal, voici le rappel des titres. Une semaine de mobilisation et aucune sortie de crise en vue dans le conflit de la sécurité sociale. Depuis ce matin, les grévistes exposent au public les difficultés rencontrées depuis 2006. Une médiation est désormais attendue dans le dossier. Vous avez pu voir dans ce journal le quotidien d'une conductrice d'un bus de la RCT. Après diverses agressions, les droits de retrait et les décisions sécuritaires, Christiane nous a ouvert les portes de son bus ce matin. Enfin, les assises du cancer en Guyane se sont achevées aujourd'hui, 2 jours pour faire le point sur les moyens mis en œuvre dans le traitement de la maladie et envisager le développement de la filière médecine dans le département. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant, le journal de TF1 puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.